Le jour où l'apocalypse étrange a éclaté, la ville n'appartenait plus aux humains. Les armes thermiques n'étaient qu'une plaisanterie face à l'étrange. L'étrange ne pouvait être tué, ceux qui survivaient devaient compter sur les séquences transcendantes pour avancer. Quand j'ai cru que l'humanité n'avait plus d'avenir, j'ai accidentellement éveillé le système d'amélioration universelle. D'autres fuyaient en poussant des chariots, tandis que je construisais une forteresse mobile au sein du convoi. Un vélo rouillé s'est transformé entre mes mains en char blindé, et une tente déchirée a évolué en refuge mobile. Le plus absurde, c'est que les étranges invincibles ne me pourchassaient plus pour me déchiqueter, mais me suivaient en trottinant. En regardant le brouillard tourbillonnant au loin, je n'ai pu m'empêcher de soupirer. Je voulais simplement survivre. Comment suis-je devenu le dernier espoir de l'humanité? Je me suis échappé de Jiancheng. Et j'ai formé un convoi avec un groupe de survivants, avec l'intention de rejoindre la base de survivants de Changgu. Certains conduisaient des 4x4 modifiés. D'autres des bus, tandis que moi seul pédalais sur un vieux vélo à 2 roues. Tout le monde devait se rappeler 2 règles de fer. Premièrement, ne pas prendre de retard. Deuxièmement, accumuler autant de provisions que possible. La première règle primait toujours sur la seconde. Car sans provisions, quelqu'un pourrait encore vous sauver, mais une fois en retard. Seule la mort vous attendait. À l'origine, tous plaçaient leurs espoirs en Changgu, l'une des rares super-métropoles du pays. Tous croyaient qu'on y trouverait un moyen de lutter contre l'étrange. Mais avant même d'atteindre la destination, Changgu était déjà devenue une zone inhabitée. En apprenant cela, j'ai fait cuire un bol de nouilles instantanées fumantes, tentant d'adoucir un peu cette atmosphère de mort. Après le dîner, la nuit avait complètement enveloppé la terre, et tout le monde retenait son souffle au maximum. Craignant de déranger les terreurs tapies dans l'obscurité, j'ai inspiré profondément pour réprimer ma nervosité intérieure. Les règles de l'apocalypse étaient simples, pour survivre, il fallait tenir. Alors j'ai allumé ma dernière cigarette, laissant la fumée apporter un semblant de paix factice. Après l'avoir fumée, je me suis enveloppé dans une couverture, prêt à passer la nuit. Mais lorsque ma main a touché la couverture, une ligne de texte a soudain surgi dans mon esprit: améliorer la couverture nécessite 129 points de mise à mort. Quelques secondes plus tard, j'ai découvert que je n'avais pas éveillé une prétendue capacité de séquence, mais obtenu un système d'amélioration. Tant que j'avais des points de mise à mort, je pouvais améliorer tout ce que je touchais, même un camion pouvait évoluer. Mais ma joie n'a pas duré longtemps, car la réalité m'a frappé, je n'avais aucun point de mise à mort. Heureusement, une nouvelle information est apparue: étant donné que l'hôte utilise le système pour la première fois, le système peut prêter 300 points de mise à mort, avec un délai d'1 mois. J'ai alors éclaté de rire, me disant que refuser un tel prêt en pleine apocalypse serait stupide. J'ai donc sans hésiter confirmé l'emprunt, et les 300 points étaient à moi. J'ai regardé ce vieux vélo à 2 roues. La première règle de fer du convoi était de ne pas prendre de retard, pour moi. Ce vieux vélo rouillé était ma vie. J'ai donc choisi d'investir tous mes points de mise à mort dedans. L'instant d'après, un sablier est apparu au-dessus du vélo, avec un compte à rebours de 5 heures qui s'écoulait lentement. Jusqu'à ce que l'horizon blanchisse, le système a soudainement sonné: amélioration terminée. Profitant d'une faible lueur à l'horizon, j'ai soudain découvert que mon vieux vélo s'était complètement transformé en tricycle. En voyant cela, les gens du convoi ont montré de la jalousie, de la cupidité, et aussi de la peur. En pleine apocalypse, toute ressource est plus précieuse que la vie. Surtout un tricycle qui ne consomme pas une goutte d'essence. Autrefois, des gens conduisaient de petites voitures en rejoignant le convoi, mais une fois le carburant épuisé, ces véhicules passaient du statut de trésor à celui de tas de ferraille. Aujourd'hui, seuls les 2 4x4 modifiés en tête pouvaient encore rouler stablement. On disait que dans ces 2 véhicules se trouvaient plusieurs personnages redoutables. Le plus remarquable était une jeune fille pas très âgée, qui tenait toujours une épée longue à la main. C'est alors qu'une femme vêtue d'un legging s'est approchée. Ses yeux rivés sur mon tricycle, un regard de prédateur examinant sa proie, sans même ouvrir la bouche. J'ai compris ce qu'elle manigançait. Je l'ai donc refusée nette et précise. La femme s'apprêtait à s'emporter. Mais un homme robuste lui a coupé la parole: c'était Qiang Zi, ancien coach sportif avant l'apocalypse. Elle s'est alors montrée extrêmement empressée, l'invitant à monter sur le porte-bagages de son vélo. Le visage de la femme s'est enfin détendu un peu. Avant de partir, elle m'a lancé un regard furieux, et a même suggéré à Qiang Zi de carrément me voler mon tricycle. Qiang Zi a jeté un coup d'œil à l'avant de mon vélo, semblant éprouver une certaine appréhension. Et moi, je les ai ignorés. Chose étrange, aujourd'hui la vitesse du convoi était bien plus rapide que la veille, mais cela ne représentait pour moi aucune pression. Le dispositif d'effort réduit du tricycle rendait le pédalage plus facile qu'avant, je pouvais même ressentir la sensation de légèreté et de fluidité à l'intérieur de mes jambes à chaque poussée. Soudain, une rangée de maisons est apparue devant nous. Les survivants qui avançaient tête baissée ont levé les yeux en un instant. Après tout, dans le convoi, beaucoup avaient presque épuisé leurs provisions et ne pouvaient plus tenir. Après l'apocalypse, la plupart des villes étaient devenues des zones interdites. Plus la population était dense, plus l'étrange proliférait. Ceux qui s'étaient échappés de Jiancheng ne voulaient plus jamais revoir ces horreurs, surtout s'il faisait nuit. La caravane contournerait ce genre d'endroit, mais il fait jour maintenant, et le jour signifie cette opportunité. S'ils pouvaient se lancer dans une dernière charge désespérée,
il aurait peut-être une chance d'obtenir de nouvelles provisions de nourriture et d'eau. Alors, les véhicules tout-terrain de tête accélérèrent brusquement. Ils foncèrent vers la petite ville. À cet instant, la caravane sembla s'enflammer. Même ceux qui étaient déjà épuisés, les survivants à pied, serrèrent les dents et pressèrent le pas. Mais plus ils approchaient de la ville, plus l'atmosphère oppressante se faisait sentir. C'était pourtant en plein jour, mais on aurait dit une nuit d'hiver glacial. Même la respiration était parcourue d'un froid pénétrant. Tout à l'avant, un véhicule tout-terrain modifié freina brusquement. Les pneus crissèrent sur le sol en laissant de profondes traces noires. Alors que tout le monde hésitait, une voix rude éclata. « Qu'est-ce que vous attendez, bande de lavettes? Moi, j'y vais en premier. » À peine eut-il fini de parler qu'un géant de plus de 2 mètres de haut sortit, en se contorsionnant d'un véhicule tout-terrain modifié. Lorsque ses pieds touchèrent le sol tout entier vibra. J'en restais bouche bée avant de réaliser à quel point ce type était absurde. Il ressemblait à une bête humanoïde. Il se fichait complètement de ce que les autres pensaient, tel un colosse, il fonça droit vers le supermarché au loin. Puis le véhicule tout-terrain suivant l'imita. Plus incroyable encore, un vieil homme démarra aussi son triporteur électrique pour personnes âgées, en criant avec arrogance, « Vous, les jeunes, vous ne valez rien. Attendez que je ressorte, vous verrez comment je me régale. » Ce cri mit tout le monde en rogne. Et ils se précipitèrent vers le supermarché comme un seul homme. Mais je ne les suivis pas, je jetai mon dévolu sur les boutiques des deux côtés de la rue. Les provisions des boutiques étaient peut-être moins complètes que celles du supermarché, mais elles étaient proches de la sortie. Dans l'Apocalypse, il y avait une règle. Seuls ceux qui restaient sous la lumière du soleil survivaient. Dès que l'on mettait un pied dans la lumière du jour, les choses malfaisantes ne pouvaient plus vous rattraper. Je saisis mon sac à dos et me précipitai vers la porte d'une épicerie tabac. À travers la porte vitrée, je vis l'étalage alléchant de cigarettes et d'alcool. Des piles de snacks et de boissons. Tout ce qui se mangeait ou s'utilisait, je le fourrais dans mon sac. Au moment où je jubilais intérieurement, un frisson glacé me parcourut l'échine. Derrière moi se tenait un enfant d'environ 7 ou 8 ans. Son visage était plus pâle que celui d'un cadavre de 3 jours, et ses yeux et sa bouche formaient un sourire étrangement tordu. Je ne pus m'empêcher de jurer intérieurement. Je voulais enjamber le comptoir et courir vers la porte, mais quand je me jetai vers la sortie, je me figeai. La porte vitrée avait été verrouillée de l'extérieur avec un loquet. Quelqu'un voulait me piéger ici. À travers la vitre, je fixai l'extérieur. À ce moment-là, un homme et une femme se tenaient près du triporteur. La femme portait un legging moulant. C'était la garce que j'avais conduite plus tôt, et l'homme était son coach sportif, Kiangzi. Leurs yeux exprimaient à la fois suffisance et dérision. Mais quand ils virent l'obscurité profonde derrière moi, une petite silhouette se tenait dans l'ombre. « Kiangzi, vite !» Ils enfourchèrent le triporteur et s'enfuirent rapidement. Je vis alors la silhouette d'un enfant émerger des carcasses. On disait que ce spectre s'appelait le pleureur. Une fois qu'il vous avait attrapé, c'était la mort à coup sûr. Sans réfléchir, je levai la jambe pour lui donner un coup de pied, mais ma jambe traversa son corps. La petite silhouette resta immobile, mais son sourire s'élargit et devint encore plus sinistre. « Je veux que tu t'allonges, allonge-toi. » La voix d'enfant, froide et sinistre, résonna derrière moi. Sans la lumière du soleil qui tombait exactement à l'endroit où je me tenais, je serais déjà refroidi. Dans l'Apocalypse, un humain normal contre une entité maléfique, c'était une extermination pure et simple. Mais maintenant, la distance entre cette chose et moi était de moins d'1 mètre. Si je tardais encore, cette boutique sombrerait complètement dans les ténèbres, et je mourrais à coup sûr. Mon regard balaya rapidement les alentours, il n'y avait pas la moindre arme à portée de main. Je pris une décision audacieuse, je me jetai violemment contre la porte vitrée qui se brisa enfin dans un fracas. Je bondis dehors. Dehors, il était environ 4 heures de l'après-midi. La lumière dorée du soleil m'enveloppa, chassant le froid qui avait pénétré mes os. À cet instant, j'eus l'impression de revenir du royaume des morts à celui des vivants. Je me retournai. Dans l'obscurité de l'épicerie, l'enfant restait immobile, me fixant intensément. Mais je n'avais plus peur. Car je me tenais sous le soleil. Je chargeai mes provisions et me lançai à la poursuite du triporteur, suivant la direction qu'il avait prise. La direction qu'avaient empruntée Kiangzi et la femme au legging était celle du grand supermarché. Au départ, je ne voulais pas y entrer. Mais maintenant mon triporteur était entre leurs mains, je devais les rattraper. Le soleil déclinait peu à peu vers l'ouest. Les ombres dans la rue s'allongeaient. Dans ces ombres, je pouvais même sentir des dizaines de paires d'yeux glaciales fixés sur moi. Oui. À cause de notre arrivée à Xinuazen, quelque chose était en train de se réveiller. En arrivant à l'entrée du supermarché, j'aperçus immédiatement le triporteur familier. Mes affaires étaient encore dans le coffre avant. À cet instant, la colère monta en moi. Je vidai donc mon sac à dos et le remis en place, puis je m'approchai du supermarché en restant accroupi. Mais quand j'entrai enfin, je découvris que la situation était bien pire que je ne l'imaginais. La plupart des rayons étaient vides, et dans les coins se tenaient quelques silhouettes. En me voyant, elles me firent immédiatement signe de me taire. À l'instant de ma perplexité, un souffle glacial remonta le long de mon dos. Une jeune fille aux cheveux épars traînait les pieds entre les rayonnages. Son corps mesurait bien 3 mètres de haut, et elle tenait une énorme paire de ciseaux dans la main. Une voix sinistre sortait de sa bouche. « Où es-tu? Sors, jouons ensemble. » À cet instant, la sueur froide coule de mon front. Je viens de m'échapper des mains de l'enfant qui pleure, et voilà que je tombe sur la femme ciseau en blanc.
J'essaie de contourner son regard et de me glisser de l'autre côté, mais à ce moment-là, je découvre qu'il y a encore pas mal de survivants dans la zone alimentaire, même le colosse de plus de 2 mètres est là, mais son visage est très tendu. La femme ciseau s'arrête brusquement. Les 2 points écarlates sous ses longs cheveux se tournent soudainement vers nous. À cet instant, tout le monde se fige. Il ne reste plus que le bruit des battements de cœur dans l'air. Heureusement, elle ne nous a pas découvert et continue de s'éloigner mécaniquement. Alors que je pousse un grand soupir de soulagement et me prépare à continuer à charger des affaires, je percute soudain le dos du survivant devant moi. Je lève les yeux, tout le monde s'est arrêté, les regards fixés droit devant. Un enfant de 7 ou 8 ans se tient là, immobile. C'est l'enfant qui pleure. Un cri perce le silence de mort du supermarché, et réveille aussi certaines ombres tapies dans l'obscurité. La femme ciseau en blanc, haute de plus de 3 mètres, tourne la tête avec raideur vers nous. Elle fonce à grandes enjambées. Les rayonnages s'effondrent dans un fracas sur son passage. J'attrape mon sac et cours, mais je vois de mes propres yeux 2 survivants devant moi. Tranchés net par la femme ciseau. Et, c'est bien, c'est vraiment amusant. Son rire est plus froid qu'une lame. La seconde suivante, un autre homme, portant des lunettes à monture dorée. Un costard, est également cisaillé à la taille. C'est alors que le colosse de 2 mètres pousse un rugissement. Bordel, je me bats. L'homme semble s'élancer instantanément, et en un clin d'œil, il se transforme en un géant de 3 mètres. Tout son corps est un amas de muscles noueux, qui saillent comme des blocs de fer. Il fait face à la femme ciseau. Sans rien céder en intensité. C'est un surhumain de séquence. L'apocalypse a frappé. Le monde entier est envahi par des phénomènes étranges. Moi et les survivants, nous fuyons jusqu'à un petit bourg. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'au moment où nous nous apprêtons à collecter des ressources, une femme ciseau en blanc, sinistre, surgit soudain des ténèbres. Au moment critique, un colosse de séquence de 3 mètres s'avance et la bloque de toutes ses forces. C'est alors que je comprends enfin pourquoi ce surhumain de séquence redoutait tant la femme en blanc. L'homme musclé démoniaque balance un poing sur la femme ciseau en blanc, mais celle-ci l'arrête facilement d'une seule main. Pourtant, cette maléfique femme ciseau en blanc possède une force surpuissante, incomparable. Elle tient le poing de l'homme musclé démoniaque. Comme si elle pétrissait de la pâte. L'homme musclé démoniaque grimace de douleur, son corps plie légèrement sous le fracas de l'impact. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, j'ai levé mon arbalète et tiré une flèche sur la femme ciseau en blanc. La flèche ne lui a pas infligé de dégâts. Mais, à ma grande surprise, j'ai gagné 200 points de massacre. Pourtant, avant même que je puisse me réjouir, la femme ciseau rugit et se précipite vers moi. À cet instant, l'homme musclé démoniaque réagit. Il envoie un puissant coup de poing en plein visage de la femme ciseau en blanc. Mais ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, c'est que la femme ciseau en blanc non seulement ne vacille pas, mais en plus, elle projette l'homme musclé démoniaque au loin. Son corps immense pulvérise d'innombrables murs en s'écrasant. Voilà ce qu'est un phénomène étrange, même le surhumain de séquence, soi-disant miracle de l'humanité, n'est qu'une poupée de chiffon devant la femme ciseau en blanc. Cependant, le corps massif jaillit de sa propre carcasse brisée et fonce à nouveau sur la femme ciseau en blanc. Il est comme un cafard increvable, il n'a rien du tout, puisqu'il ne fuit pas, même dans cet état. Très bien, s'il ne fuit pas, moi je fuis. Pendant que ce grand idiot affronte la femme ciseau en blanc, je jette mon sac sur mon dos et je détale. Mais qui aurait cru que l'instant d'après, cette voix d'enfant sinistre et familière résonnerait à mes oreilles. Je vois alors un enfant au teint pâle, qui attrape le bas de mon pantalon. Au moment où le désespoir m'envahit, j'aperçois soudain par terre, près des rayonnages, des bonbons éparpillés. Je ramasse vite quelques bonbons et les jette. L'enfant qui pleure marque un temps d'arrêt. Comme s'il n'avait pas vraiment cru que je pourrais sortir des bonbons. Il ne veut pas les attraper, mais semble contraint par une certaine règle à les accepter. Et pendant qu'il attrape les bonbons, je fonce vers la sortie du supermarché. Tout autour, ce ne sont que survivants hurlant à leur mère. Je jette un coup d'œil en arrière, l'enfant qui pleure est en train de déballer un bonbon. Et au loin, l'homme musclé démoniaque se fait encore renvoyer, mais il se relance déjà vers la femme ciseau. Ce n'est qu'une fois de nouveau sous le soleil que j'ai l'impression de revenir parmi les vivants. Le supermarché résonne encore de cris et d'appels angoissés. Des ombres fantomatiques partout. Beaucoup de survivants, en courant, sont happés à nouveau dans l'obscurité par des silhouettes étranges. Toutes les entités sinistres de la ville de Xinhua sont déchaînées, on ne peut plus rien y faire. Seule la lumière du soleil est une zone sûre. Je m'assois d'un coup sur le véhicule. Et je jette négligemment les 2 sacs que j'ai sortis dans la benne. À ce moment-là, j'entends soudain une voix féminine peu amicale, Shen Yiyan, qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux nous voler notre véhicule? Je vois la femme en leggings de yoga et le coach sportif Qiangzi, chacun portant un sac, debout non loin. Sans dire un mot, j'arme mon arbalète. Un carreau fend l'air devant mes yeux. J'ai transpercé Qiangzi directement. Tu as tué ton ennemi. Tu obtiens tout ce qui se trouve dans la demeure du meurtre. Je suis légèrement interloqué, je ne pensais pas que tu aies rapporté aussi la demeure du meurtre. Alors je lève à nouveau mon pistolet. La femme au pantalon de yoga pousse un cri et se retourne pour courir vers le supermarché. Comparé aux entités étranges, c'est moi qui suis maintenant son cauchemar. Malheureusement, avant même que je n'agisse, j'entends à nouveau ses cris. À ce moment, le visage de la femme est rempli d'effroi. Derrière elle se tient une personne en haillons. Alors que la femme s'apprête à fuir sous le soleil, la personne en haillons attrape sa tête d'une main. Il la traîne dans l'obscurité. Autour,
Il y a déjà plusieurs survivants qui viennent de s'échapper. Ces gens, paniqués, ramassent les provisions, mais avant de partir, ils n'oublient pas de récupérer les 2 sacs et de les jeter dans la voiture. Alors que tout le monde fuit en comptant chaque seconde, une silhouette blanche glisse soudainement sur le toit. Je jette un coup d'œil vers le haut. Mais je découvre une jeune fille avec une épée sur le dos. Comme une épéiste légendaire, elle se dirige en sens inverse de moi. Sa cible est le blessé qui se bat derrière moi. Dans l'Apocalypse, seuls les transcendants de séquence peuvent rivaliser avec les entités étranges. Mais je ne peux pas me soucier de cela. Je traverse d'une traite le portail de la ville, mais je suis rapidement encerclé par une foule. Ils me posent des questions de tous côtés, mais je n'ai pas envie de leur répondre. La plupart d'entre eux sont des femmes. Dans la fin du monde, les personnes âgées et les enfants ont une condition physique relativement faible, il leur est donc difficile de fuir face aux entités étranges. En revanche, les femmes adultes, bien que leur force physique et leur condition soient inférieures à celles des hommes adultes, survivent plus facilement. C'est alors qu'un homme descend d'un 4x4 modifié. Il a une allure étrange. Il porte un sweat à capuche, un pantalon large à chevilles serrées, mais il n'a pas de chaussures. À ce moment, il se penche, ramasse une poignée de sable par terre, la porte à sa bouche pour la goûter, puis son visage change brusquement et il s'écrie. « Partez vite, sinon c'est fini ». Les visages des quelques personnes autour de lui pâlissent immédiatement. Ils se précipitent tous en rampant vers leur voiture, comme si une grande terreur allait arriver. Quelqu'un crie dans la panique. « Et que fait-on de Nana et de TIE ?» L'homme rugit, « Ne vous inquiétez pas. Ils nous rattraperont. Allez, vite, ne discute pas. » Bientôt, le mouvement de ces voitures est remarqué par les autres survivants. Certains paniquent. Certains commencent même à tenter de bloquer le convoi. « Non, mon mari n'est pas encore sorti. Vous ne pouvez pas partir. S'il vous plaît, mon petit frère n'est pas encore sorti. Vous ne pouvez pas nous abandonner. » Mais le 4x4 modifié ignore totalement les obstacles, il appuie sur l'accélérateur et fonce. Le 4x4 de tête est particulièrement rapide. Les survivants sans voiture sont rapidement distancés. Heureusement, mon tricycle est équipé d'un dispositif d'économie d'effort. Je parviens à ne pas me faire distancer. À ce moment, un bus sort en titubant de la ville. Je reconnais ce bus, il faisait partie du convoi. Avant, il était plein de monde. Mais maintenant, il est presque vide. Un survivant tente d'arrêter le bus, mais celui-ci le percute directement, le projetant au sol, on ne sait s'il est mort ou vivant. Je ne sais pas pourquoi ces gens courent comme des fous vers l'avant, mais à ce moment, je suis en sueur. Malgré tout, le convoi devant moi n'est plus qu'une petite lueur dans mon champ de vision. Derrière moi, j'entends une respiration haletante, ce sont quelques cyclistes qui me suivent. Quant aux survivants à pied, je n'en vois aucun. Je ne sais combien de temps a passé, mais j'aperçois enfin cette petite lueur devant. Il semble s'être arrêté. Un espoir de renaissance naît dans mon cœur. Une demi-heure plus tard, je parviens enfin à rejoindre le convoi. Les gens sont déjà descendus des véhicules et commencent à monter les tentes. Je vois même le colosse transporté sur un terrain vide. Le bras gauche du colosse est sectionné à l'épaule, le sang teint l'herbe. À côté de lui se tient la jeune fille à l'épée. Et aussi un homme aux pieds nus. Après environ 5 minutes, je commence à me sentir un peu mieux. Alors j'ouvre le système et découvre que ma valeur de meurtre a déjà atteint 1200. Après cette catastrophe, je suis absolument certain que le convoi a détecté un danger quelconque. Pour ne plus être distancé, je décide de transformer mon tricycle en tricycle électrique. Je consulte donc le plan de mise à niveau du système. Le système me donne rapidement une réponse affirmative. Devant mes yeux apparaît un rendu 3D. Selon le plan actuel, il faut 1200 points de meurtre, et la mise à niveau prend 15 heures. Actuellement, j'ai un peu plus de 1200 points de meurtre. 15 heures, c'est acceptable. Alors que je m'apprête à confirmer. Je vois une moto abandonnée au bord de la route. Ce genre de situation est courant dans l'Apocalypse. Une idée audacieuse me vient à l'esprit. Système, si je peux trouver des pièces, est-ce que le nombre de points de meurtre peut être réduit? Le système répond rapidement, si des pièces appropriées sont trouvées, le système peut réduire une partie des points de meurtre à sa discrétion. Je retiens mon cœur qui s'emballe et mes mains qui tremblent, et je traîne la moto jusqu'à mon tricycle. Puis je concentre mon attention sur la modification du système. Système, puis-je utiliser cette moto pour la transformation? Oui. Actuellement, la transformation nécessite 900 points de meurtre. Seulement 300 points d'économiser. Ce n'est vraiment pas si précieux, système? Y a-t-il un moyen d'économiser plus de points de massacre? Oui. Si l'autre peut démonter toutes les pièces de la moto et les installer provisoirement sur le tricycle. Cela permet d'économiser 100 points de massacre. Si l'autre trouve un troisième pneu, cela économise 100 points de massacre supplémentaires. J'ai enfin compris, plus l'objectif de mise à niveau est accompli, plus on peut économiser de points de massacre. Mais comme il fait trop noir maintenant, je dois m'arrêter là. Après avoir confirmé dans le système. J'ai vu un compte à rebours de massacre apparaître sur mon tricycle. La mise à niveau nécessite 6 heures. Après le dîner, j'ai demandé au système avec prudence comment éveiller la séquence transcendante. Le système m'a donné 2 réponses, la première est d'obtenir un véritable vestige de séquence, la seconde est l'éveil personnel. Le vestige de séquence coûte 3000 points de massacre, alors que je n'en ai que 300. J'ai donc eu une idée soudaine. Utiliser ces 300 points de massacre pour échanger une méthode contre les fantômes, du sang de chien noir.
Le sang de chien noir peut efficacement neutraliser les fantômes. Je pourrais même utiliser cette méthode pour obtenir les ressources nécessaires. Le lendemain, à l'aube fragile, le tricycle avait déjà terminé sa mise à niveau. L'avant du véhicule était une moto. La capacité de chargement de la benne arrière était intégrée de manière ingénieuse. Beaucoup se moquaient. C'était tellement mieux avant, avec un simple vélo. Maintenant, il faut chercher de l'essence. Mais certains aux yeux perçants remarquèrent quelque chose d'anormal. N'est-ce pas le vieux tricycle modifié? En une seule nuit, il l'a transformé comme ça? C'est impossible. Tous me regardèrent avec crainte, me prenant même pour un fantôme. Mais à ce moment-là, la jeune fille à l'épée s'approcha de moi, puis son regard se posa sur mon moto-tricycle. Elle me demanda, « Cette moto est à toi? As-tu éveillé la séquence transcendante ?» À ces mots, les survivants alentour furent plus agités que jamais. Je dus donc inventer un mensonge. Je prétendis être de la séquence mécanicienne. Après cela, la jeune fille me conduisit vers les véhicules de tête, me prenant probablement pour un transcendant de séquence. Je vis même le jeune homme pieds nus à l'aura singulière de la veille, surtout quand il apprit que j'étais un transcendant de séquence. Ses yeux s'illuminèrent. Bienvenue, éveillé de la séquence transcendante. Cela ouvre un monde entièrement nouveau. On me conduisit alors sous une tente. D'après ce que je savais, la caravane comptait 3 transcendants de séquence. Le chef était ce jeune homme pieds nus. Nommé Tchouché, de la séquence guide. La belle aux cheveux blancs s'appelait Nana. De la séquence immortelle à l'épée. Et le colosse Teiyoshi était de la séquence titan. Selon les explications de Tchouché, il existe des centaines de séquences transcendantes, chacune avec ses propres capacités uniques. Par exemple, la séquence de combat, la séquence d'assistance, la séquence surnaturelle. Chaque pays possède même ses séquences propres. Le pays de Chia a les séquences immortelles à l'épée et angélique, le pays insulaire a les séquences ninja et shikigami. Les transcendants de séquences ne sont pas invincibles. Pour tuer véritablement un fantôme, une séquence de bas niveau est presque impossible. Que ce soit l'enfant qui ne fait que pleurer de Xingua, ou la femme aux ciseaux en blanc, ils ne sont en fait pas très puissants parmi les fantômes. À cet instant, j'ai pris conscience avec lucidité que les transcendants de séquences humains sont encore bien trop faibles face aux fantômes. Là-dessus, Tchouché tendit la main gauche, le regard grave, « Shen Yi, tu es le 4e transcendant de séquence de la caravane. Avec toi, nous sommes mieux protégés. Bienvenue. » Tout au long du chemin, Tchouché descendait fréquemment du véhicule, ramassait une poignée de terre et la fourrait dans sa bouche. C'était là le plus grand atout de la caravane pour avoir survécu jusqu'à présent. Ce ne fut qu'au réveil de Teiyoshi que je vis vraiment ce qu'était un transcendant. Ce jour-là, je l'avais vu perdre miraculeusement un bras. Mais aujourd'hui, il était complètement guéri. Dès qu'il me vit, Teiyoshi ne fit que s'excuser, disant que sans mon coup d'épée, il serait déjà mort. Mais moi, n'était-ce pas pareil? Sans lui pour arrêter la femme aux ciseaux en blanc, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Ensuite, je lui parlais de l'efficacité du sang de chien noir contre les fantômes. Cette information avait de la valeur. Ainsi, un bloc d'alimentation supplémentaire fut installé dans mon véhicule. Par la suite, la caravane erra çà et là, évitant plusieurs fantômes qui nous poursuivaient sans relâche. Sans Tchouché, la caravane aurait depuis longtemps été réduite en ossements. Je profitais de chaque instant de repos pour imprégner des bandages de sang de chien noir. Ce soir-là, Tchouché annonça que demain nous irions chercher des provisions au village de la longévité. Dès que la nouvelle fut donnée, la peur se lisait sur tous les visages. Rien que le nom, village de la longévité, dégageait une aura de fantômes. Comme nous étions bien armés, c'était l'occasion de chasser des fantômes pour accumuler des points de massacre. Mais soudain, la nuit fut déchirée par un cri perçant, « Oh ! Aux fantômes !» À cet instant, la foule entra en ébullition. Je saisis à la volée le bandeau imprégné de sang de chien noir. Et regardai les dizaines d'ombres non loin. Mais alors que l'air était tendu à l'extrême, de l'ombre des arbres, parvint une voix faible, « S'il vous plaît, sauvez-nous !» Une lumière puissante fut braquée, révélant une personne en haillons. Puis d'autres silhouettes émergèrent de l'ombre. Sans que je m'en rende compte, Tchouché s'était déjà avancé au premier rang, le regard méfiant fixé sur ses gens, accompagnant ses sanglots tremblants. Toutes ces silhouettes se mirent à pleurer en même temps. Au milieu de ces pleurs désespérés, Tchouché s'accroupit soudainement. Il ramassa une poignée de terre et la jeta dans sa bouche, comme s'il dégustait un mets délicat, après avoir vérifié qu'il n'y avait aucun danger. Chuch commença alors à les prévenir, « Vous, les nouveaux, je peux vous fournir de la nourriture gratuitement pour une journée. Après cela, vous devrez trouver de quoi vous nourrir par vous-même. » Ayant dit cela, Chuch choisit quelques femmes d'âge moyen pour aider à cuisiner. Alors que tout le monde croyait que l'ordre était rétabli, une femme nouvellement arrivée dans le groupe se mit soudain à crier, « C'est injuste. Pourquoi ce sont toujours les femmes qui font tout? Pourquoi les hommes ne cuisinent-ils pas? C'est de la discrimination. » À peine avait-elle fini de parler que les nouvelles femmes la prirent pour leur chef, mais celle qui était en train de cuisiner aurait préféré la voir morte. Chuch se contenta de sourire avec indifférence. « Très bien, alors, sœur Jao, vous pouvez y aller. Oncle Abao, emmène quelques hommes pour cuisiner. » La femme goûta bientôt aux fruits amers de ses paroles. Les hommes étaient aussi joyeux que pour le nouvel an, se précipitant pour allumer le feu et faire bouillir l'eau. Quant à la femme qui avait crié à l'injustice, elle resta plantée là, stupide. Elle pensait défendre ses droits, mais elle ne récolta que l'aversion de ses compagnons. Juste après le dîner,
Chuch en profita pour distribuer la récompense aux hommes. Le visage de la femme devint livide. Plusieurs dames âgées s'avancèrent même pour lui tirer les cheveux et lui donner des claques en la traitant de brebis galeuse. Chuch n'eut pas besoin de l'affronter directement. Il l'avait déjà écrasée dans la boue. Le lendemain matin, la plupart des survivants n'avaient toujours que des rations sèches et dures à mâcher. Tandis que moi, je tenais un bol de riz sauté à la viande séchée. Une vieille femme tenant son petit-fils par la main s'approcha, un sourire ambigu aux lèvres. « Jeune homme, donne un peu de nourriture à l'enfant. Cela fait trop longtemps qu'il n'a pas mangé de viande. » À peine avait-elle parlé que le gamin mal élevé se jeta sur moi, ses mains sales plongeant directement dans mon bol, m'arrachant ma nourriture comme un fou. Je n'eus d'autre choix que de changer d'endroit. À la tombée de la nuit, Chuch mena l'équipe vers un nouveau refuge. Alors que je m'apprêtais à fermer les yeux, oncle Abao arriva en courant. « Monsieur Chen, le capitaine Chu vous demande de venir à la réunion. » Sous la tente, plusieurs personnes étaient déjà assises. Puis Chuch sortit de sa poche une vieille radio. Cet objet, qui ressemblait à de la ferraille, portait pourtant le numéro 01357, un artefact. À une époque où les phénomènes étranges prolifèrent, seuls les artefacts sont les véritables atouts de l'humanité. Chuch posa la vieille radio sur la table. Tout le monde retint son souffle. Il y a 3 mois, le village de Longévité fut frappé par l'étrange. Tous les habitants moururent, aucun survivant. Les réserves du village sont intactes. Au pied du grand arbre au centre se trouve une petite supérette, bien approvisionnée, à collecter en priorité. La cave de la maison du chef du village contient aussi des provisions, à collecter en second lieu. À l'entrée du village, il y a un puits, l'eau n'est pas contaminée et peut être utilisée. Il y a plus d'une centaine d'entités étranges dans le village, niveau de danger SSS. Voici les informations. L'expression de Chuch était très étrange, comme s'il y avait un fantôme dans la radio. 1 minute plus tard, il commença à assigner les tâches, d'abord aller à la supérette sous l'arbre, puis à la cave du chef pour collecter les provisions. Alors que tout le monde discutait des détails, la radio émit soudain la voix familière du capitaine Chu. Cette satanée gamine, elle a l'air jolie, mais c'est un vrai singe toute la journée. Avant l'apocalypse, personne n'en aurait voulu. Le professeur, incompréhensible. Être aussi stupide, c'est vraiment un cas à part. Ce nouveau venu. Il a un tempérament explosif, avant l'apocalypse, ce n'était sûrement pas une bonne personne. Je l'ai vu frapper des vieux et des enfants. À l'écran, les stars sont si glorieuses, mais la réalité est tout autre. Cet artefact non seulement collecte des informations, mais peut même diffuser publiquement ce que son propriétaire a dit. Chuch ouvrit la bouche. Mais avant qu'il puisse expliquer, la voix s'était déjà échappée. Le capitaine, d'habitude si calme et silencieux, montra pour la première fois sa véritable fragilité. Pour arriver plus tôt au village de Longévité, le lendemain matin, la caravane accéléra un peu. Derrière la caravane, il y avait des survivants à pied, sans aucun moyen de transport. Moi, j'avais l'impression qu'une paire d'yeux haineux me regardait. Mais quand je me retournais, je ne voyais rien. Juste à ce moment, un cri retentit dans la file. Un village. Il y a un village devant. Je donnai un coup d'accélérateur. Mais je réalisai soudain que ma moto-tricycle n'avait plus d'essence. Le bus derrière moi m'accéléra et me dépassa. Je pus même voir le visage de Tiechiang Xiao. Quand j'arrivai, tout le monde était déjà à l'entrée du village. En voyant ce village, je sentis un frisson glacé au fond de mon cœur. Même en plein midi, avec un soleil éclatant, l'atmosphère à l'intérieur était lugubre. Encore plus effrayante qu'Axinua. À ce moment, le capitaine Chu, portant des lunettes de soleil et un mégaphone à la main, annonça d'une voix forte. « Il est maintenant 11 heures du matin. Vous devez être sorti du village de Longévité avant 4 heures de l'après-midi. Passé ce délai, nous ne vous attendrons pas. » Au centre du village de Longévité, il y a un arbre. Un saule d'une hauteur immense, si grand qu'il en paraissait anormal, sans savoir qu'à l'entrée du village de la Longévité, un vieillard était soudain apparu, un bossu s'appuyant sur une canne. Son visage tourné vers la foule arborait un sourire sinistre, et tous restaient figés par la terreur. « Nimura, suis-moi » grogna Tetsuichi en faisant le premier pas d'un pas décidé dans le village. Puis je serrai mon arbalète de poing et marchai aux côtés de Naina, malgré tout. Certains courageux suivirent immédiatement, mais la plupart des survivants hésitaient encore, personne ne pouvant garantir d'en sortir vivant. « Grand-mère, je ne veux pas que tu y ailles, je ne veux pas. Petit imbécile. Si grand-mère n'y va pas, que mangeras-tu? Si elle ne revient pas, tous ceux ici. Quand tu seras grand, souviens-toi de venger grand-mère. Et non loin de là. » Le chef de l'équipe tenait un récepteur en explorant de loin, l'homme qui commet le mal ne survivra pas, au moment où j'entrai dans le village. Attention, ici c'est le royaume des fantômes. Naina serra son épée d'une main ferme, son visage très grave. Le royaume des fantômes est une zone spéciale formée par une certaine force, et à l'intérieur de celui-ci. Même en plein jour, l'apparition de fantômes est plus probable. Après avoir écouté l'explication de la grand-mère, j'eus l'impression que quelqu'un me regardait dans l'obscurité, mais en regardant attentivement, je ne vis rien. À ce moment, 2 survivants poussèrent la porte d'une maison à l'entrée du village. Un trou noir et profond s'offrit à eux. Ils échangèrent un regard, puis entrèrent côte à côte dans la maison. Mais soudain, un homme à lunettes, complètement paniqué, hurla et fit demi-tour en courant. « Je ne veux pas mourir. Je veux sortir. » La peur est contagieuse. Zoulan et Zhou Xiaoxiao, frères et sœurs,
regardèrent son dos, ne pouvant s'empêcher de reculer instinctivement. Pourtant, nos pas n'avaient pas encore marqué l'entrée du village. Le vieux bossu réapparut de nulle part. Je levai instinctivement mon arbalète vers lui. Vous voilà enfin. Tu es un habitant de ce village? Je sais que vous cherchez des provisions. Il y a une petite épicerie sous le Grand Saule. Vous avez besoin de provisions, vous pouvez y jeter un œil. Sur ces mots, elle tourna les talons. Mais au plus profond de son corps, j'entendis clairement un appel lointain, « Sauvez-moi ». La voix semblait tantôt proche, tantôt éloignée, comme si quelqu'un était prisonnier à l'intérieur. Mon cœur sursauta. Sans prendre le temps de réfléchir, j'appuyai sur la détente. La flèche imprégnée de sang de chien noir s'enfonça profondément dans son corps. Immédiatement, une fumée bleue s'éleva, « Vous avez blessé le vieux fantôme bossu. Gagné 100 points de valeur de massacre. » Je n'aurais jamais imaginé que ce vieillard était un monstre. Mais avant que je puisse me réjouir, son regard s'assombrit soudain. Une lueur froide trancha l'air, fendant le vieux bossu en deux. Les survivants autour allaient souffler. Mais les deux moitiés ne laissèrent échapper aucune goutte de sang. Au contraire, comme deux singes difformes, elles bondirent sur le toit et disparurent en un clin d'œil. « Sauvez-moi » Une voix plaintive, comme des pleurs, parvint de la direction du vieux bossu. Tetsuichi voulut le poursuivre, mais Naina le retint brusquement. « Grand frère, calme-toi. Il faut d'abord collecter les provisions. » Tout cela s'était passé en un éclair. Bientôt, plusieurs autres survivants hurlèrent de panique. « Je n'y vais plus. Allez-y sans moi. Je veux partir. Je veux sortir. » Puis deux autres s'enfuirent vers l'entrée du village. L'atmosphère devint aussitôt oppressante. À cet instant, nous marchions comme dans une autre dimension. Soudain, derrière nous, des cris de terreur retentirent à nouveau. Asie. Asie a disparu. C'était une jeune fille aux cheveux épars qui parlait. Nous n'étions même pas encore arrivés à la petite épicerie sous le Grand Saule, et déjà tant d'incidents s'étaient produits. Ne pleure pas. Peut-être qu'Asie est déjà rentrée. Nous le verrons en retournant. Non. Sans Asie, je ne peux pas vivre. La jeune fille se précipita vers la direction d'où elle venait. Je sentis confusément que quelque chose clochait. J'aurais juré que notre convoi n'avait jamais vu cette fille auparavant. Je partageais cette information avec les autres. Zhou Xiaoxiao contredit instinctivement, « Comment peux-tu être sûr de ne jamais avoir vu cette fille ?» Je ne sais pourquoi, quand Zhou Xiaoxiao fouilla sa mémoire, il ne parvint pas à prononcer le nom de cette fille. Je ricanai froidement, « Ici, c'est le village de la longévité. Voir une inconnue apparaître dans un endroit pareil. Ne trouves-tu pas cela suspect ?» Zhou Xiaoxiao voulut répliquer, mais Zoulan la retint d'une main. « Dépêchons-nous d'agir. Essayons de rassembler assez de provisions avant 4 heures de l'après-midi pour quitter le village de la longévité. » À peine Naina eut-elle fini de parler que tous reprirent leur route vers le Grand Saule. Mais ils ignoraient que, lorsque Tetsuichi tourna le premier au coin devant eux, son corps entier se figea. « Tetsuichi, que se passe-t-il? Nana, viens voir. » Je pressai le pas avec Nana, puis je vis à mon tour une scène inoubliable, aux extrémités des branches de l'immense saule. Pendaient des corps, au moins une centaine. Tous les survivants derrière nous restèrent pétrifiés. Les yeux écarquillés de terreur. Sous le saule sinistre se dressait une petite maison basse. Une pancarte en bois portait les mots « Épicerie du Grand Saule ». La porte extérieure était ouverte, laissant voir le comptoir en verre à l'intérieur. Les rayons étaient remplis de toutes sortes de choses, et pendant un instant, tous les yeux s'illuminèrent, comme s'ils oubliaient les cadavres suspendus au-dessus de leur tête. L'une des vieilles femmes affichait même une expression avide, tandis qu'à l'extérieur du supermarché, un vent se leva on ne sait d'où, faisant doucement osciller les corps suspendus sous les branches de saule. Faites attention à ne pas déranger ces choses. Après avoir averti tout le monde, je me suis faufilé prudemment vers le petit supermarché sous les saules. Non seulement les provisions y étaient abondantes, mais à l'intérieur, les snacks s'entassaient comme des montagnes, un véritable trésor en ces temps de fin du monde. J'avais apporté 2 sacs à dos. Le premier rempli de riz et de farine, le second bourré de viande salée et de poissons séchés. Nana se dépêchait aussi de fourrer son sac à dos. Tiechi, quant à lui, tenait un énorme sac et faisait main basse sur tout ce qu'il trouvait, et les autres n'étaient pas en reste. En un instant, le petit supermarché fut pillé de fond en comble, il n'en restait même plus un sachet de sel. Pouvoir récupérer autant de choses dans un si petit supermarché était déjà une heureuse surprise. Ne ferions-nous pas mieux de rebrousser chemin? Mais mon sac à dos n'était qu'à moitié plein, cette récolte était loin d'être suffisante. Ceux qui veulent rentrer, rentrez. Ceux qui ne veulent pas rentrer, suivez-nous pour continuer à chercher des provisions, mais il faut obéir. Sinon, si quelque chose arrive, nous ne pourrons pas garantir votre sécurité. Cependant, alors que nous venions de sortir du supermarché, un cri strident retentit soudain. On vit le corps d'un survivant étroitement enlacé par une branche de saule. Puis il fut violemment hissé à mi-hauteur. Moins d'un instant plus tard, il ne restait plus du survivant qu'un corps suspendu. Tout le monde ouvrait de grands yeux. Ce visage, je le connaissais parfaitement. Il était encore derrière moi tout à l'heure. Mais à présent, en moins d'une minute, il était devenu une âme morte sous le saule. Mes provisions sont suffisantes. Je n'y vais pas, vous vous débrouillez seul. La peur empêchait quiconque de s'attarder. Finalement, tout le monde se divisa en 2 groupes. Moi, Nana et les autres continuâmes d'avancer, tandis que l'autre groupe courait à toutes jambes vers la sortie du village. Zoulan voulait partir avec eux, mais Zhou Xiaoxiao tira sur le coin de son vêtement. « Sœur, allons-y avec eux. Mieux vaut les suivre que de sortir et se faire tuer tout seul. » Peu après,
un grand manoir gris à 3 étages apparut devant eux. Ma première réaction en le voyant fut que cet endroit n'était pas fait pour les vivants. Entrons, il ne reste plus beaucoup de temps. Tieshi, son gros sac sur le dos, fut le premier à se précipiter dans la cour. Je le suivis de près avec les autres. Tout le monde cherchait d'abord la cuisine, puis les chambres et le salon. Les survivants fouillèrent presque chaque pièce, pour ne trouver qu'un peu de riz et de farine, insuffisant pour le prochain ravitaillement. Pendant que les autres continuaient leurs recherches séparément, je dénichai une montre électronique dans une armoire du 3e étage et la glissai discrètement dans ma poche. J'avais l'intention de l'échanger contre un panneau solaire rechargeable dans la réserve, on ne sait jamais, cela pourrait servir. Alors qu'il ne restait plus qu'1 heure et demie. Soudain, une voix provint du grenier, « Il y a une cave ici ». Un adolescent aux lunettes pointait l'entrée de la cave. Le visage excité, il regardait les autres. Nana fut la première à sauter en bas. Un instant plus tard. Sa joie incontrôlable résonna depuis la cave, « Shen Yiyan, Tieshi, il y a plein de pommes de terre là-dedans ». À ce moment, l'atmosphère oppressante se brisa. Tout le monde se précipita dans la cave, et bientôt des sacs de pommes de terre furent remontés les uns après les autres. La joie de la récolte se lisait sur tous les visages. Mais alors que nous transportions tout cela avec ardeur, je remarquai par la fenêtre la silhouette du vieux bossu devant la porte du rez-de-chaussée. Il nous fixait intensément, telle la faucheuse. Je levai alors mon arme et tirai. Vous avez infligé des dégâts au vieux bossu voûté. Obtenez 100 points de valeur de massacre. Y qu'as-tu vu? Le vieux bossu nous a suivis tout du long. Ne traînons pas, j'ai un très mauvais pressentiment. Il faut partir vite. Tieshi ne posa pas d'autres questions, mais ses gestes pour charger les sacs s'accélérèrent nettement. Les uns après les autres, ils sortirent de la cave, chacun avec un sac à dos gonflé à craquer. Même les sœurs Zhou étaient courbées sous le poids. Tous affichaient la joie d'une bonne récolte. Nana jeta un coup d'œil à sa montre, et son sourire disparut instantanément. Il reste 40 minutes avant 4 heures. Nous devons partir avant. Tout le monde se mit immédiatement en route. Seule la vieille femme sortit lentement en dernier, personne ne l'aida sauf l'étudiant qui avait découvert la cave. Personne ne fit attention à elle. Mais lorsque je vis ce qu'elle portait sur le dos, je restai figé. Elle était littéralement couverte de sacs à dos. Comparée aux autres survivants, c'était elle qui avait la plus grosse récolte. Elle sembla remarquer notre regard. Et afficha un sourire satisfait, débordant d'une énergie qui la faisait ressembler à une vieille bête de somme infatigable. Nana prit la tête, une épée longue à la main. Tout le monde commença à rebrousser chemin par la même route qu'à l'aller. Le ciel restait gris et sombre. Nana consulta sa montre. Chaque fois qu'on collecte des provisions, c'est toujours une question de vie ou de mort, mais cette fois-ci, tout s'est passé étrangement bien. Alors qu'il marchait. Nana montra une maison en bord de route, ce n'est pas normal, nous sommes déjà passés par ce chemin. Quelqu'un est entré dans cette maison tout à l'heure et n'en est jamais ressorti. Quand tout le monde leva les yeux, un immense saule se dressait tranquillement devant eux. D'après la direction que nous suivions, ce saule aurait dû être derrière nous. Tous les visages blêmirent instantanément. Nous nous sommes trompés de chemin. Il reste 30 minutes. Faisons demi-tour, vite, nous pouvons encore y arriver. Tout le monde fit aussitôt demi-tour et se mit à courir, de peur que le grand saule ne réapparaisse devant eux. Au 10e jour de l'apparition soudaine des phénomènes étranges de la fin du monde. Moi et les survivants étions venus au village de Longévité pour collecter des provisions. Mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est qu'au moment où nous avions enfin rassemblé nos provisions. Alors que nous pensions pouvoir partir en sécurité, tout le village de Longévité s'est transformé en un labyrinthe infini. Peu importe dans quelle direction nous fuyions. Nous finissions toujours par revenir sous cet étrange grand saule. À cet instant, les visages de tous étaient remplis d'effroi. Il ne restait que 20 minutes avant l'heure du rassemblement. Tous plaçaient leurs espoirs en nous, quelques séquenceurs surnaturels. Nous avons donc tenté de fuir en direction opposée. Au grand saule. Cette fois, les pas de tous étaient nettement accélérés. Cependant, à mon désespoir, nous étions de retour au point de départ. Comment sommes-nous revenus ici? Vous, les séquenceurs surnaturels, n'êtes-vous pas très puissants? Pourquoi ne pouvez-vous pas nous sortir d'ici? Espèce de bon à rien, emmenez-nous vite dehors, je ne veux pas mourir. Certains survivants enragés criaient hystériquement, certains même, les yeux rouges, voulaient s'en prendre à nous. Mais soudain, quelqu'un projeta d'un coup de pied ce survivant fou. Moi, je levai silencieusement mon arbalète, en alerte. C'est alors que ce vieux cuit apparut soudain, bloquant notre chemin. Qui êtes-vous? Pourquoi nous barrer la route? Vous avez volé tant de provisions chez moi. Et vous demandez qui je suis. Vous êtes le chef du village. Dites-nous comment sortir. Vous ne sortirez pas, rester tous ici avec moi. Faiseur d'illusions. Nana poussa un cri de rage. De sa main gauche, il forma un saut d'épée et effleura sa longue épée. L'instant d'après, une lueur bleutée apparut sur la lame. Avec un éclat d'épée, il frappa. Le vieux cuit bossu n'eut pas le temps d'esquiver. Les vêtements de son dos furent déchirés par le souffle de l'épée. Je vis alors qu'une tête humaine était incrustée dans le corps du vieux cuit. À cet instant, je compris enfin. Cette tête était celle d'un des survivants entrés avec nous dans le village de Longévité. Maintenant, elle faisait partie du corps du vieux cuit bossu. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Je tirai alors une flèche sur cette tête. Mais le vieux cuit bossu, sans même un regard, se retourna et courut dans une maison voisine. Au même moment, Nana se coupa le doigt avec son épée, tandis que le sang était absorbé par la lame. L'épée émit un clair tintement. Que le souffle règne, que le corps se révèle. Mon essence et mon sang,
que 1000 épées reviennent à la vérité. Brise. À l'instant où ces paroles furent prononcées, une scène stupéfiante se produisit. Nana, tenant l'épée à deux mains. Une lumière d'épée jaillit soudain, tranchant horizontalement la maison où Cui s'était enfui, la coupant en deux. Ainsi donc, c'était le séquenceur du sage de l'épée. Les survivants présents étaient tous bouche bée. Mais ensuite, je découvris avec surprise qu'il n'y avait aucune trace du vieux Cui dans les décombres. Ce qui m'étonna encore plus, c'est qu'à ce moment, sous l'étrange grand saule, il y avait des silhouettes familières supplémentaires. C'étaient les survivants partis plus tôt. Apparemment, aucun d'eux n'avait réussi à s'échapper du village. Les survivants encore en vie étaient terrifiés. Chacun craignait d'être le prochain à mourir. Foutaise. Regarde, je vais le réduire en miettes. Le cadavre de fer, qui venait de se transformer, voulut détruire ce saule d'un coup de poing. Mais soudain, les jambes de cadavres sous les branchages s'animèrent comme des fantômes. Puis, des centaines de ces jambes ouvrirent les yeux en même temps, contrôlées par les branches de saule. Elles sautèrent de l'arbre comme des pas, et lancèrent une attaque féroce contre nous. Le cadavre de fer, contraint de s'arrêter, frappa pour les repousser. Il bloqua les jambes de cadavres qui lui barraient la route, mais à mesure qu'elles devenaient plus nombreuses, il commença à faiblir. Certaines jambes atteignirent même son dos. Voyant cela, je levai mon arbalète et tirai. La flèche enduite de sang de chien noir se planta précisément dans le dos de la jambe. Avec une fumée blanchâtre, la jambe tomba du dos du cadavre de fer. Vous avez infligé des dégâts à la jambe de cadavre. Vous gagnez 100 points de massacre. Mais avant que je puisse réagir, la jambe avec la flèche se jeta sur moi. Heureusement, Nana se plaça devant moi. D'un geste, il fit glisser son doigt en forme d'épée le long de la lame. Avec un cri puissant, la jambe fut tranchée en deux. Mais elle continua à ramper vers moi avec la moitié de son corps. Un frisson me glaça le cœur. Cette chose n'est même pas encore morte. À cet instant, des cris variés s'élevèrent de la foule. Certains survivants malchanceux furent traînés de force par les jambes. Plus loin, la vieille femme chargée de provisions continuait à esquiver de gauche à droite. Au final, un survivant à côté, distrait, fut poussé par la vieille et servi de bouc émissaire. De nombreux survivants autour virent clairement la scène. Leurs yeux étaient pleins de dégoût et de haine. Les sœurs Zoulan étaient également dans un état pitoyable, comme des poules mouillées. Quant à Nana, il ne pouvait pas la protéger. Non seulement il devait couvrir le cadavre de fer, mais aussi me protéger, moi, le seul soutien de l'équipe. Bientôt, un cadavre fantôme fonça sur Zoulan. Ma sœur, attention. Zhou Xiaoxiao, d'un geste, prit son sac à dos et le lança violemment sur le cadavre fantôme, permettant à Zoulan d'échapper de justesse. Mais ce n'était que le début. Lorsque davantage de cadavres fantômes affluèrent, Zhou Xiaoxiao vit la flèche de mon arbalète plantée dans l'un d'eux. Le cadavre fantôme se retira rapidement en fumant. Alors, elle attrapa fermement la main de sa sœur et courut désespérément vers moi. Elle semblait me considérer comme son dernier espoir. À ce moment, la vieille femme agile s'était déjà cachée derrière moi. Apparemment, elle voulait non seulement être protégée, mais aussi se servir de moi comme bouc émissaire en cas de besoin. Mais comment pourrais-je la satisfaire? Avant que la vieille ne puisse agir, je changeai brusquement de position. Une silhouette se jeta soudain. La vieille femme, pourtant agile, n'eut pas le temps de maudire. Avant d'être traînée par plusieurs cadavres fantômes surgis, je n'éprouvais aucune culpabilité. Si je n'avais pas été rapide. Ce qui vient d'être traîné, c'était forcément moi. Shen Yi, sauve ma sœur, je t'en prie. Je me suis vite retourné et j'ai regardé, j'ai vu Zoulan renversé par un cadavre, tandis que Zhou Xiaoxiang ramassait une barre de fer par terre. Elle repoussa le cadavre qui s'était jeté sur sa sœur, mais au moment où elle tira Zoulan, les cadavres les entouraient de toutes parts. Ils montraient des dents blanches et sinistres, et plusieurs visages lui étaient familiers, la plupart des connaissances de la caravane. Maintenant, tous étaient devenus des monstres anthropophages. Les deux sœurs étaient encerclées, la cadette. Toi, fuis d'abord. Si tu arrives jusqu'à Shen Ye, même si elle ne veut pas te sauver, elle pourra te protéger. Qu'est-ce que tu racontes? Je préfère mourir ici. Plutôt que d'implorer ce salaud. Puis elle fut brutalement traînée au fond du cercueil de l'arbre. Shen Ye. Sauve-nous vite. Mais moi-même, je n'étais pas mieux, ma tête était presque étranglée. Si Nana et le cadavre de fer avaient tardé d'un pas, nous serions tous morts ici. Quant aux autres survivants, je n'avais pas le cœur de m'en occuper. Mais soudain, un rugissement assourdissant retentit, et le sol du village de longévité fut secoué violemment. Le cadavre de fer, comme une bête sauvage complètement enragée, frappait le tronc du grand saule à coups redoublés. L'arbre entier trembla violemment, des branches vertes jaillirent, et Nana, à ce moment, était d'une férocité meurtrière. D'une main, elle leva son épée, la lame d'un mètre s'allongea jusqu'à plus de 10 mètres. Alors que l'épée s'abattait, une porte d'épée terrifiante apparut sur le grand saule, des branches vertes jaillirent en flot de la blessure, l'air du village sembla se figer. Ce coup d'épée sembla provoquer la colère de quelque chose. Tous les cadavres s'immobilisèrent, comme si une existence plus terrifiante s'éveillait. Fuyez, cria quelqu'un, et tout le monde sortit du cauchemar. Ils coururent comme des fous vers l'entrée du village. Je ne pouvais plus me soucier de rien, car je sentais dans le village une certaine interdiction en train de se réveiller. Grand frère idiot, partons. Je criai au cadavre de fer, mais il était complètement déchaîné, frappant encore et encore le grand saule. Mon regard se durcit. Si c'était Zoulan et Zhou Xiaoxiao, je ne les sauverais jamais. Mais le cadavre de fer et Nana sont différents,
ce sont des séquenceurs transcendants, des personnes de valeur. Je n'hésitais que 0,01 seconde. Je levai immédiatement mon pistolet et appuyai sur la détente. La flèche s'enfonça profondément dans le bras du cadavre de fer. Cela fait. Je me retournai et m'enfuis. Fou de douleur, le cadavre de fer se retourna brusquement et se précipita vers moi l'instant d'après. À ce moment, Nana atterrit légèrement sur l'épaule du cadavre de fer. Mais avant que nous ayons pu quitter l'entrée du village. Le village de Longévité s'éveilla complètement. D'innombrables branches de saule, comme vivantes, se déployèrent de tous côtés depuis les rues. Certains survivants trop lents furent immédiatement engloutis dans l'obscurité, sans même avoir le temps de crier. Moi aussi, je fus bloqué par quelques branches. Alors je levai la main et, instantanément, une flèche trempée dans du sang de chien noir traversa les branches qui se rétractèrent rapidement dans l'obscurité. Mais l'instant d'après, je sentis ma cheville se serrer, et je fus pendu la tête en bas. Je dégainai aussitôt. Le coup près à ma ceinture et frappai les branches violemment. Ce n'est qu'après les avoir complètement tranchées que je retombai lourdement sur le sol. Tiens, monte. Le cadavre de fer d'une grande main me lança en l'air. Je vais accélérer, grogna-t-il. Le sol sous ses pieds se fissura. Au même moment, à l'extérieur du village, le chef de la caravane regarda le cadran. Le temps avait dépassé de 21 minutes l'heure convenue. S'il avait fixé le rassemblement à 16 heures. C'est parce qu'avant 16 heures, le village de Longévité était relativement sûr. Une fois 16 heures passées, ces choses endormies se réveillaient et suivaient la piste jusqu'à la caravane, sans même laisser de chance de fuir. En dehors du village, un effroyable fantôme en robe se rapprochait rapidement. Le chef baissa de nouveau les yeux sur le cadran. Il était 16h22. Je vous donne encore 8 minutes. Si vous n'êtes pas sorti à 16h30. Je ne vous attends plus. Je dois protéger tous les membres de la caravane. À ce moment, nous étions à moins de 100 mètres de l'entrée. J'entendais même derrière moi le bruit des branches se rapprocher. Soudain, mon cœur se glaça, car je vis le vieux bossu réapparaître. Courbé comme un vieillard de la montagne, il se déplaçait d'un bond léger. Et arriva derrière nous. Mes poils se hérissèrent, une peur glaciale m'oppressait presque au point de m'étouffer. À cet instant, je sentis soudain une vague de chaleur m'envahir. L'obscurité devant moi se brisa, tout devint brillant. Nous avions franchi l'entrée du village. Je ne pus m'empêcher de me retourner. Je vis le vieux bossu, dans l'ombre du village. Son visage tordu et terrifiant, me faire un sourire sinistre, avant que ceux de l'extérieur ne puissent demander ce qui s'était passé. Le chef se baissa, ramassa une poignée de terre et la mit dans sa bouche. L'instant d'après, son visage changea radicalement. Il ordonna immédiatement à tout le monde de partir. Tous se précipitèrent vers les véhicules, et moi, je courus aussi vers mon triporteur. Mais quand j'ai tourné la poignée des gaz, j'ai découvert que la voiture avait disparu. Heureusement, oncle Bao m'a tendu un bidon d'essence. Il a dit que le chef du convoi me le prêtait. Après avoir fait le plein, ma moto tricycle a pu tant bien que mal suivre le convoi. Pourtant, tout au long de la route, j'ai clairement senti que quelque chose clochait. Il y avait 50 personnes entrées dans le village de la Longévité. Seule une dizaine avaient survécu. Surtout la nuit, le convoi était enveloppé de toutes parts par une aura inquiétante. Les plus proches de nous se trouvaient à seulement 7 ou 8 kilomètres. Je pouvais même entendre des rires terrifiants. À ce moment-là, les deux véhicules tout-terrain devant nous accélérèrent malgré eux. Je serrai la poignée des gaz à fond, mais les survivants qui avançaient à pied dans le convoi avaient déjà été distancés, perdus de vue. Toute la nuit, nous avons été comme une proie fuyant une bête féroce, changeant de direction d'innombrables fois. Ce n'est qu'à l'aube que le convoi s'est enfin arrêté sous un panneau routier. Levant les yeux, je vis que nous étions à Yanzhou. Devant nous s'étendait un désert sans fin. Nous étions pourtant fin novembre, mais il faisait aussi chaud qu'en été. Chaque respiration me brûlait la gorge. Ce temps anormal rendait tout le monde un peu anxieux, mais je n'avais pas le temps d'y réfléchir. Les heures de combat sanglant au village de la Longévité avaient épuisé mes forces et mon esprit. J'avais les yeux cernés, à peine capable de marcher. Ce n'est qu'en retrouvant un peu d'énergie que j'ouvris précipitamment le panneau du système. Mais quand je vis le nombre de points de massacre, je dansais de joie, surexcité. Le système avait gagné 7000 points de massacre supplémentaires. Sans presque hésiter, j'ai changé directement la seringue de séquence. La seconde suivante. Une seringue en verre apparut dans ma main, le liquide bleu émettant une lueur sombre. Je réprimai mon excitation. M'éloigner un peu de la foule, retrousser ma manche et m'injecter la dose. Pas de douleur perçante comme je l'avais imaginé. Le liquide coula dans mes veines, chassant toute fatigue. Mes membres semblaient regagner de la force. Je fermai les yeux, m'efforçant de ressentir les changements dans mon corps. En théorie, devenir un surhumain de séquence devait entraîner une métamorphose évidente. Mais après avoir attendu une demi-heure, je ne sentis absolument rien. Système? Pourquoi aucun changement? Aurais-je échoué dans mon éveil? En cours d'éveil. Veuillez patienter, hôte. Combien de temps? En cours d'éveil. Veuillez patienter, hôte. La réponse du système me laissa perplexe. Je décidai donc d'échanger mon véhicule pour un véhicule de base apocalyptique. Mais quand je vis le prix d'échange, cette longue série de zéros effrayants me donna la chair de poule. Peu après, le climat du désert me devint très inconfortable, surtout qu'il n'y avait pas un arbre à l'horizon. Je fouillai la benne et finis par trouver un short à motif et un tas de vêtements féminins. C'étaient ceux laissés par la femme au pantalon de yoga. Je fixai ces vêtements,
une idée soudaine me vint, et si je les utilisais pour faire un pare-soleil pour la voiture? Une fois ma décision prise, une notification du système s'alluma, un auvent élégant apparut en projection devant moi. Il pouvait non seulement couvrir entièrement le véhicule, mais aussi offrir une fonction défensive. J'acceptai donc sans hésiter. Les vêtements dans la benne diminuèrent d'un coup de plus de la moitié. Au même moment, un compte à rebours apparut au-dessus de mon tricycle, 4h59 59 secondes. Comme la température dans le désert était trop élevée, je me tournai vers le bus grillagé. De nombreux survivants y dormaient à point fermé. Au volant, un jeune homme portant des lunettes. La trentaine, que les autres appelaient Violi. En me voyant approcher, Violi descendit du bus avec un large sourire pour m'accueillir. C'était la première fois depuis l'apocalypse que je montais dans le véhicule de quelqu'un d'autre. L'intérieur était plus propre que je ne l'avais imaginé. À l'arrière, il y avait même un grand lit, où Tiesi dormait profondément. La force de Titan était sans égale, mais chaque transformation épuisait son énergie. Il devait maintenant sombrer dans un sommeil profond pour récupérer. Je choisis un siège à l'ombre, observant le compte à rebours du système tout en attendant que Tchouktché se réveille pour distribuer les provisions. Mais à cet instant, une voiture conduite par un vieillard apparut au bout de la route. C'était ce vieux pervers. Je pensais qu'il était mort au village de la longévité, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il survive après avoir collecté des provisions 2 fois dans la zone interdite. Non seulement il sortit une tente de toit de sa voiture, mais il sortit aussi plusieurs panneaux solaires. Enfin arrivé, vieux bonhomme. J'ai failli mourir au village de la longévité. Vous, les jeunes, vous n'avez aucun respect pour vos aînés, vous ne venez même pas m'aider. Environ 2 heures plus tard, 2 silhouettes à vélo apparurent au bout de la route. Ils semblaient dans un état lamentable, comme s'ils venaient de ramper hors de l'enfer. L'un d'eux, je le reconnus, c'était l'étudiant qui avait découvert la cave au village de la longévité. Sur leur vélo étaient attachés 2 paquets. Shen Yi, le chef Tchou est réveillé. Il t'appelle. À peine oncle Bao eut-il fini de parler que je vis plusieurs gaillards porter le grand paquet de Tiesi vers la tente de Tchouktché. Selon les règles de répartition du village de la longévité, Tchouktché et Tiesi prenaient chacun 30%. Moi et Tiesi 20%. À ce moment, je m'approchai de Tchouktché. Il était accroupi pieds nus, attrapant une poignée de sable qu'il mâchait. La capacité de chasse du meneur, en entrant en contact avec la terre, permettait de détecter les présences inquiétantes. Et ce sable était le meilleur médium. Je comprends, mais quel goût a le sable, au juste? Le sable, quel autre goût pourrait-il avoir? C'est juste le goût du sable. Même si je suis de la séquence des guides, je reste humain. Je ne suis pas différent de vous. Alors, qu'as-tu senti? Nous pouvons rester ici jusqu'à demain 9h du matin. Je ne comprends pas entièrement le principe de la séquence des guides, mais je suis toujours émerveillé par la capacité de stock véhicule. Sans lui, peut-être que personne dans toute la caravane n'aurait survécu jusqu'à présent. En même temps, je commence à attendre avec impatience ma propre capacité de séquence. Pierre de Fer est toujours en sommeil profond dans le bus. Le bus accueille de nouveaux membres, les effectifs du camp sont renforcés. Shu Jiao continue de rassembler les survivants. Il tente de renverser le système de domination actuel de la caravane. Cependant, la bataille du village de la longévité a gravement affaibli sa menace. Renverser la domination de la caravane Gongting sera probablement plus difficile qu'il ne l'imaginait. Depuis que Stock Véhicule a acquis l'objet étrange 01257, la radio d'écoute clandestine. Sa manie d'écouter aux portes s'est aggravée. Chaque jour, il apprend des secrets que personne d'autre ne connaît. Le moment où le capitaine Stock Véhicule est le plus heureux, c'est quand il pose la radio. Alors il ordonne à oncle Bao de rassembler tout le monde. Peu de temps après, tous les survivants se réunissent sur le plus grand terrain de campement temporaire. Derrière Nana et Violi, chacun traîne un énorme sac à dos. De nombreux survivants jettent des regards envieux. Oncle Bao, combien des nôtres ne sont pas revenus cette fois? La caravane comptait à l'origine 124 personnes, il n'en reste plus que 44. Rien qu'au village de la longévité, ajouté à la fuite de la nuit dernière. 80 sont morts. Perdre 80 personnes en une nuit. Si c'était avant la fin du monde. Un tel taux de mortalité aurait choqué le monde entier. Mais à présent, ce n'est qu'une routine que nous devons accepter. Ensuite, il raconte tout ce qui s'est passé au village de la longévité. Shen Yiyan reste silencieux, mais écoute avec une extrême attention. Surtout quand il est question du vieux bossu, tous les visages pâlissent involontairement. Cette chose ne nous a pas attaqués de front. Elle nous a simplement suivis de loin, comme un chasseur traquant patiemment sa proie. Cela signifie qu'elle n'est peut-être plus un simple monstre. Shen Yiyan, qu'en penses-tu? Et ma réponse est que l'étrange devient peu à peu plus fort. Peut-être même qu'elle acquiert de l'intelligence. À peine ces mots prononcés, tout le monde sent un froid glacial lui parcourir le dos. Les créatures étranges étaient déjà presque impossibles à combattre. Si en plus elles gagnent en intelligence, c'est la véritable fin de l'humanité. Après un long silence, oncle Bao laisse échapper un rire sec. Bon, n'y pensons plus. De toute façon, le monde est déjà en ruine, qu'est-ce qui pourrait empirer? Comme Pierre de Fer est encore endormi, c'est Violi qui assiste à la distribution des provisions à sa place, conformément à la proportion convenue. Même si je ne reçois que 20% des provisions, empilées, elles forment une petite montagne. Je tire ma moto tricycle et commence à charger les provisions dans la benne. La benne, qui était encore un peu vide, se retrouve rapidement pleine à craquer. Peu de temps après, la lune de sang commence à se lever. Au même moment,
Une notification de mise à niveau de l'abri à véhicule apparaît. Je lève les yeux et vois une moto tricycle se dresser sous le clair de lune. Un des rapiécés de toute part a été ajouté au-dessus de la benne, d'apparence rudimentaire, ressemblant plutôt à un triporteur de livraison bricolé à la hâte. Shen Yiyan, c'est ta nouvelle voiture? Une voix d'éloge parvient derrière moi. Je vois Nana, une canette de bière à la main, moitié ivre moitié lucide, tournant autour du véhicule. Avant, c'était un vélo. Peu de temps a passé, et voilà ce que c'est devenu. On dirait que la séquence des mécaniciens n'est pas une blague. Nana rit et me tapote l'épaule. Si quelqu'un peut s'en sortir dans cet apocalypse, c'est bien toi. Après un bref échange, j'utilise 4 canettes de bière. Alors qu'elle s'éloigne. Je sens soudain que mon corps ne va pas bien. Dans cette nuit noire où l'on ne voit pas sa main, je distingue pourtant les choses plus clairement. Au loin, un poste de garde flou, et voilà que le vieil homme s'y glisse. Tout mon corps est en train de changer imperceptiblement. Alors, réprimant mon agitation intérieure, j'allume une cigarette sur le sol sablonneux, essayant de me détendre. Mais à cet instant, un anneau de fumée s'élève lentement de mes lèvres, parfaitement rond. J'ai fumé pendant des années, jamais je n'avais fait un anneau de fumée aussi rond. Ce n'est pas une amélioration de mes habitudes. C'est mon corps qui est en train de subir une métamorphose. Mon cœur tressaille. Au moment même où la notification du système apparaît. J'ai l'impression d'être entraîné dans un ciel étoilé infini. Une énergie étrange circule sans cesse en moi. Alors que mon corps est progressivement renforcé, une grande quantité d'informations à la fois inconnues et familières envahit mon esprit. Voix surnaturelle, séquence un des apôtres de la fumée. J'ouvre brusquement les yeux. Tout mon corps tremble d'excitation incontrôlable. Je sors une autre cigarette de la cartouche et l'allume. Alors que la fumée s'échappe par mes narines, elle se diffuse lentement autour de moi, formant un cercle de protection d'1 mètre de rayon. C'est ma première capacité, fumer. Même une simple bouffée, à mesure que le niveau de la séquence augmentera, pourra s'étendre sur plusieurs kilomètres. Ensuite, je me concentre à nouveau, la fumée se tord soudainement, se condensant en un lapin grossier. Mais il n'existe que quelques secondes avant de se disperser bruyamment, retournant à l'état de fumée désordonnée. C'est ma deuxième capacité, modelage de fumée. Elle peut former n'importe quel objet. Il peut même simuler des phénomènes étranges, et la dernière capacité me fait battre le cœur plus vite. Je prends mon courage à 2 mains. Tant que j'ai de la fumée, je peux sans cesse me renforcer. Mais mon excitation ne dure pas longtemps, mon œil gauche est soudain pris d'un vertige. Ma vue se détériore à vue d'œil. Je me rappelle alors les paroles de Tieshi, chaque séquence surnaturelle a des effets secondaires. Le bourreau marche toujours pieds nus. L'intelligence des surhommes de Titan est affectée. Quant à moi, c'est la faiblesse de mon œil gauche. À cet instant, je comprends enfin le prix à payer. Mais je n'ai pas le temps de me laisser submerger par la peur. La puissance de mon éveil me rend plein d'énergie. Je sors donc immédiatement l'outil de mise à niveau du système et commence à concevoir un nouveau plan. Je démonte les roues de 2 vélos sur le bord de la route. Je les soude pour former un cadre de toit robuste. Ainsi, non seulement la capote gagne considérablement en solidité, mais je peux aussi ajouter un porte-bagages sur le dessus, et libérer un espace de repos dans la benne. Grâce à l'amélioration de mes capacités physiques, je démonte les vélos à une vitesse étonnante. Dommage que le cadre soit soudé à demeure, je n'ai pas d'outil de coupe. Système, puis-je améliorer les matériaux présents en accessoires de renfort pour la capote? Faut-il consommer 362 points de kill pour améliorer et traiter les matériaux présents? 300 points de kill. Je n'hésite qu'un instant avant de confirmer. Aussitôt, sur cet amas de pièces de vélo, un compte à rebours de kill apparaît, 59 minutes 59 secondes. Pendant ce délai, je commence à entraîner ma capacité fraîchement éveillée. Tantôt je tords la fumée en forme de tigre féroce, tantôt je l'étire. Pour en faire un serpent géant enroulé. La simulation de fumée est actuellement ma meilleure attaque. Face à un ennemi, je compte d'abord masquer avec la fumée, puis déchirer une brèche avec la simulation. Tes pièces sont améliorées. 1 heure passe en un clin d'œil. Je me lève immédiatement et me dirige vers les pièces modifiées. Là où traînaient en désordre les cadres de vélo. S'empilent désormais des fixations bien rangées, comme taillées sur mesure pour mon triporteur. Je sors ma boîte à outils. Je commence à installer ces supports sur la benne. Chaque tube d'acier fixé consolide un peu plus la structure de la capote. Quand la dernière vis est serrée, la capote semble avoir une colonne vertébrale, bien plus solide. Je pensais qu'avec cette sécurité, je pourrais dormir tranquille, mais je touche un objet long et fin. À la lumière de la lune, je distingue l'objet, une branche du grand saule du village de longévité. J'allais la jeter hors de la capote. Mais ma main s'arrête. Une idée folle me traverse l'esprit, c'est une branche du saule étrange. La corde de mon arbalète de poing est déjà usée. Si je l'utilise pour la réparer, cela pourrait peut-être créer un objet merveilleux. Ma puissance de combat augmenterait alors considérablement. À cette pensée, je pose la branche à côté de l'arbalète. Système, peux-tu fusionner et améliorer la branche et l'arbalète? L'amélioration nécessite 5000 points de kill. Le système indique, points de kill insuffisants, continuez vos efforts. J'ai subi d'innombrables améliorations. Et sur plus de 7000 points, il n'en reste qu'un peu plus de 4000. Il me manque encore beaucoup pour atteindre l'objectif. Je dois abandonner, à contre-cœur. La nuit s'approfondit, la température chute à une vitesse alarmante. Heureusement, j'ai amélioré la capote à l'avance. Mais à l'aube, la température monte brusquement. Les survivants, le visage crasseux, sortent un à un du car.
Rejoindre la caravane a ses avantages, mais le prix, c'est que toutes les fournitures sont réparties uniformément par la Oli. Sœur, il faisait vraiment froid la nuit dernière. Dit Zhou Xiao en frottant ses yeux ensommeillés. Elle ne se déguise plus en garçon maintenant. Sœur, j'ai mauvaise haleine, je veux me brosser les dents. Tu es folle? On est en pleine apocalypse, dans le désert, l'eau est plus précieuse que l'or. Zoulan fusille sa sœur du regard, mais devant ses caprices, elle finit par céder. Les deux sœurs se cachent dans un coin isolé, partagent un demi-verre d'eau pour se brosser les dents en cachette. Je les vois faire, mais je ne peux que secouer la tête et sourire amèrement. Pour moi, l'eau est la limite vitale. Et Yezi, qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? La voix soudaine de Tieshi, pleine de surprise, résonne à mes oreilles. Je reste figé un instant, puis je prends conscience que mon œil gauche a une pupille blanche, me rendant étrangement remarquable dans la foule. Ce n'est rien. J'ai éveillé une deuxième séquence la nuit dernière. Quoi? Tu as éveillé une deuxième séquence? La nouvelle de mon éveil se répand immédiatement parmi les gens. Double séquence, c'est bien, mais il faut en payer le prix de sa vie. Peux-tu le supporter? Je tire profondément sur ma cigarette. Je ne peux pas m'inquiéter de tout ça. On verra plus tard. Et quelle est ta deuxième séquence? Je ne réponds pas directement, je souffle un anneau de fumée. Sous les regards étonnés de tous, l'anneau se condense soudain en un petit chat qui tourne légèrement autour de leur cheville. Le disciple de la fumée, c'est une voix surnaturelle. Vous devez comprendre. Il existe des centaines de séquences surnaturelles. Par exemple, la séquence Titan de Tieshi, la séquence Sang de Nana. Appartiennent toutes à la voix de mêlée. Toi, qui contrôle la fumée, tu es naturellement dans la voie surnaturelle. Ou bien la voie des surhumains. J'allais demander plus d'informations sur le véhicule quand soudain. Un cri perçant déchira le tumulte du camp. Mort, un mort. Je me retournai brusquement. Au loin, une femme, le visage terrifié, pointait une tente d'un doigt tremblant. Je m'y dirigeai d'un pas rapide. Dans la tente, un homme gisait immobile. À voir son visage figé, je compris presque sans réfléchir la cause du décès. La température avait chuté brutalement la nuit dernière. Il n'avait pas assez de vêtements chauds, et le froid du désert lui avait arraché la vie sans pitié. Plus cruel encore, il n'avait pas choisi de monter dans le bus la nuit précédente. Monter dans le bus était certes sûr, mais le prix à payer était d'abandonner toutes ses provisions, gérées désormais par le vieux lit. Pour beaucoup, c'était inacceptable. Si j'avais été à sa place, sans avoir éveillé la voix du surhumain, ou accumulé assez de provisions, c'est moi qui aurais péri gelé dans le désert cette nuit. Une atmosphère pesante persista jusqu'à 9 heures du matin. À ce moment, la caravane partit à l'heure. La remorque du tricycle amélioré était certes solide, mais elle avait pris plusieurs dizaines de kilos. Ajoutée à la résistance au vent du toit, même en tournant la poignée des gaz à fond, je n'arrivais pas à rattraper la caravane devant. Même ce petit véhicule pour personnes âgées allait plus vite que moi. Attention, attention, quelque chose devant. Instinctivement, je dégainai l'arbalète de poing accrochée à ma ceinture, mais avant même d'avoir bandé la corde, elle se rompit. Je jetai donc l'arbalète sur le côté et saisis à la place la machette à ma ceinture. La scène devant moi me serra le cœur. Des dizaines de véhicules obstruaient la route en désordre, de loin on aurait dit la scène d'un terrible carambolage. Chouché s'accroupit. Il ramassa une poignée de sable et la porta à sa bouche, c'était le signe qu'il activait sa capacité de guide. Je lui demandai aussitôt ce qui se passait devant. Vous voyez tous ça? Il y a un accident de voiture devant. On ne peut pas passer. Est-ce qu'il y a des fantômes? Non, pas de fantômes. C'est pourtant simple. Xiaofu, va voir. Cet étudiant sauta aussitôt du bus, enfourcha sa moto et fonça vers l'avant. Tout le monde retenait son souffle. En quelques minutes, il revint avec une expression étrange. Les véhicules devant n'ont pas de fumée, pas même de traces d'eau. À ces mots, un frisson parcourut tout le monde. Quand la caravane s'arrêta à 50 mètres de la scène de l'accident, Tiesi s'avança immédiatement à grands pas. Pour parer à toute éventualité, j'aspirai une longue bouffée de ma cigarette. La fumée tourbillonna hors de mes narines, formant une barrière ténue autour de moi. Ce ne fut que lorsque Tiesi fit un signe de sécurité en se retournant que mon cœur se détendit. Mais une autre émotion surgit brusquement. Tant de véhicules. Même si la plupart étaient hors d'usage, si je pouvais en dénicher un convenable, je n'aurais plus à supporter ce tricycle pourri. Cependant, choisir un véhicule ne dépendait pas seulement de l'apparence, il fallait qu'il soit robuste et économique. Non loin. Un Jeep Wrangler gisait en travers du bord de la route, le châssis écrasé. Une idée me vint, et je demandai aussitôt. Système, analyse ce véhicule. État de la carrosserie. 69% utilisable après réparation complète. Actuellement non conduisible. Combien de points de meurtre pour une réparation complète? Combien de temps? Temps de réparation. 7 jours et 12 heures. Consommation, 13 728 points de meurtre. 7 jours et plus de 10 000 points, faillis-je recracher ma fumée. Mais à cet instant, à travers la vitre, je crus apercevoir quelque chose d'inhabituel dans le coffre. J'ouvris donc brutalement le haillon. À l'intérieur se trouvaient 2 bidons d'acier de 30 litres chacun. C'était l'équipement de secours standard des amateurs de longue traversée. Puisqu'il y avait des bidons, je ne devais pas gaspiller l'essence apportée. Je dévissai rapidement le bouchon du réservoir, sortis un tuyau et commençai à siphonner véhicule après véhicule. Une demi-heure plus tard, j'avais enfin rempli le second bidon. Mais en fin de compte, la voiture était le plus important.
Après avoir cherché, je ne trouvais qu'une Toyota de marque Nippon. Malheureusement, le système indiquait qu'il fallait une demi-journée pour la réparer. Puisque je ne pouvais pas changer de véhicule directement, je dus trouver une autre solution. Prendre toutes ces pièces et les utiliser pour améliorer mon tricycle pourri. À peine cette idée eut-elle germé qu'un grondement assourdissant retentit à côté de moi. Je tournai la tête, Tiesi s'était transformé en un géant de 3 mètres. Et de ses mains, il venait d'extraire un bus scolaire jaune du sable. J'allais discuter avec Tiesi pour qu'il emporte aussi la Toyota, mais à ce moment, le sable non loin se mit soudain à onduler. Un lézard du désert putride sortit la tête du sable, ses yeux verts fixés sur nous. Il inclina la tête, comme pour confirmer quelque chose. Puis détala à toute vitesse au loin. Une alarme retentit dans mon esprit. Je me tournai et vis le visage de Tchouktché s'assombrir instantanément. Oncle Abao, préviens tout le monde, il faut partir maintenant. Il reste encore une demi-heure, non? Il n'y a plus de temps. Partons tout de suite. Le visage d'oncle Abao blêmit. L'instant d'après, il se précipita en rampant dans le véhicule et ouvrit la radio de la caravane, attention. Le violet avait déjà passé la tête dehors pour presser tout le monde de monter. Tiesi, aide-moi une fois. Il me faut le moteur de ce véhicule. D'accord, mais le temps manque vraiment. Dire qu'il s'est transformé à nouveau en un géant de 3 mètres, puis il a soulevé le capot avant du cheval de bois et en a arraché le moteur d'un coup. En même temps, j'ai complètement démonté les 4 roues et les ai mises dans la benne du tricycle. Mais juste à ce moment-là, j'ai aperçu non loin de là un véhicule à tête de poisson encastré. J'ai donc utilisé une corde pour le traîner derrière mon tricycle. Regarde un peu Shen Yiyan, on dirait un serpent qui veut avaler un éléphant, trop gourmand. Cette méthode apparemment stupide. En réalité, ne m'inquiète pas du tout, j'ai même le temps d'allumer une cigarette. L'instant d'après, la fumée se déchaîne soudainement. Un cheval de guerre formé de fumée bondit brusquement, tirant mon tricycle à toute allure. Ça, c'est un entraînement parfait. La distance qui menaçait de s'élargir se réduit en un clin d'œil. Mais après seulement une dizaine de minutes, ma tête commence à bourdonner, et la silhouette du cheval de fumée devient floue. On dirait qu'il pourrait se dissiper à tout moment. Jusqu'à ce que nous arrivions au nouveau camp, les regards de nombreux survivants se braquent tous sur moi, et certains sont même jaloux et envieux. Tieshi transporte le lourd moteur. S'avance vers moi, le visage rayonnant d'un sourire honnête. Sans sa transformation en petit géant pour m'aider à démonter la voiture. Je n'aurais jamais eu une telle récolte. Pour le remercier. J'ai donc dépensé 150 points de valeur de chasse pour réparer son grand sac jaune. Après le dîner, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le bilan de mes gains, un véhicule électrique à tête de poisson encastré, un moteur 2.0 T de cheval de bois. Et ses 4 pneus tout-terrain. Si je pouvais les assembler sur mon tricycle, ce serait un véhicule monstre hybride essence-électricité. Système. La seconde suivante, une ombre de chasse se profile au-dessus du tricycle. 9 minutes 59 secondes. Mais quand je reprends mes esprits, sur mes 14 000 points de chasse, j'en ai dépensé 6 000. Et l'amélioration de l'artefact va encore me coûter 5 000. En un court instant, mes points de chasse en poche sont presque épuisés. Il est déjà 23 heures, la température du désert chute brusquement. Les survivants resserrent leurs vêtements. Ceux qui ont une voiture se réfugient à l'intérieur pour se réchauffer, les autres se contentent de se blottir près du feu. Mais ce n'est pas encore le moment de se coucher. Il y a une chose qui me tient à cœur, aller chez Tchouktché pour échanger un panneau solaire. Une fois que je l'aurai, non seulement ma montre électronique pourra fonctionner à nouveau, mais je pourrai même brancher mon pick-up de l'apocalypse. Je suis donc allé trouver Tchouktché. Shen Yiyan, on ne va pas au temple des 3 précieux sans raison. Que veux-tu en pleine nuit? Parle franchement. Sans perdre de temps, j'ai simplement pointé du doigt le panneau solaire derrière lui. Je voulais juste échanger. Mais dès que Tchouktché a ouvert la bouche, j'ai failli rire de colère. Un vulgaire panneau cassé à 20 kilos de riz? Trop cher? Va voir le vieux Zagne, il a une pile de panneaux solaires. Ses prix sont bien plus avantageux que les miens. Chef, tu es vraiment trop gourmand. Pas du tout, pas du tout. Shen Yiyan, tu utilises les ressources tout seul, bien sûr que ça ne te fait pas mal. Moi, je dois nourrir tout ce monde, je suis encore plus à court que toi. Au fait, tu me dois encore 15 litres d'essence. Quand comptes-tu me les rendre? Il semblait de bonne humeur en me voyant dans l'embarras, puis changea de ton. Mais bon, si tu trouves vraiment ça trop cher, j'ai encore un panneau solaire cassé ici. Il ne fonctionne pas, mais pour toi, ça ne devrait pas être un problème. Si tu le veux, je te le fais à moitié prix. Sur ces mots, il se dirigea vers une grande valise de 30 pouces, son endroit réservé au stockage. Mon regard suivit son mouvement. À ce moment-là, il sortit négligemment de la valise un morceau de cuir rouge qu'il posa à côté. Soudain, je sentis un choc dans mon cœur. Cet objet m'a profondément marqué, je l'avais vu lors de la dernière foire d'échange. J'en étais presque certain. Ce n'était pas du cuir ordinaire, mais une sorte de matériau d'artefact. Système. Qu'est-ce que ce cuir? Faut-il consommer 100 points de chasse pour l'identifier? Quoi? Il faut des points de chasse pour l'identifier? Mon cœur fit un bond. Le système n'avait jamais imposé une telle condition pour un objet ordinaire. De toute évidence, ce n'était pas un objet banal. Système, qu'est-ce que ce cuir? Faut-il consommer 100 points de chasse? Pour l'identifier? Confirmé. Identification terminée. Nom de l'objet. Cuir chevelu du démon écorcheur.
Cet objet permet de fabriquer un artefact classé autour du 2000 rang. Mais avec un risque d'effet secondaire. Je retins mon excitation. Pris une profonde inspiration. Bien qu'il ne soit pas à la hauteur de la radio espionne. Que possède Chuche, c'était quand même un matériau d'artefact de premier ordre. Vieux, je suppose que tu veux celui-ci, non, demandai-je en le sondant sur les conditions d'échange. Mais Chuche ne répondit pas directement, préférant rester prudent. Soulevant cette peau rouge, il expliqua son arrivée avant que tu ne rejoignes l'escouade. Un survivant partit chercher des provisions à ramener cette peau. Mais quelques jours plus tard, il est mort dans sa propre tente. Sa peau avait été entièrement arrachée. J'avais prévu de l'échanger contre quelque chose de bien quand je rencontrerai d'autres convois. Puisque tu la veux, je te l'échange. En entendant cela, j'étais un peu mal à l'aise. Mais heureusement j'avais encore mon système de survie. J'ai donc payé un prix terrible pour obtenir cette peau rouge et ce panneau solaire cassé. Vieux, ne m'en veux pas d'être dur, je dois faire vivre tout le convoi. Après tout, ce n'est pas grand-chose. Une fois l'objet en main, je me suis empressé de retourner à l'abri pour l'étudier. Mais alors que je m'approchais de mon tricycle, une ombre apparut soudain devant moi. C'était une femme à l'allure séduisante. Bien que son visage fût bleui par le froid, elle dégageait un charme indéniable. Je m'appelle Choulina. Je suis venu te prévenir, quelqu'un veut te nuire. Tu dois faire attention. Tu es venu juste pour me dire ça? Oui. Tu es une bonne personne, je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Peux-tu me dire qui veut s'en prendre à moi? Je ne peux pas le dire. Si je le dis, ils se vengeront. Si tu le sais, tu te vengeras aussi. Je ne veux plus voir personne se blesser, le monde est déjà comme ça. Face à ce genre de femme énigmatique. Je n'ai pas trop cherché à comprendre, je lui ai vite donné une barre énergétique. Cependant, elle a détourné le regard avec difficulté. Je suis venu te dire tout ça. Pas pour obtenir quelque chose de toi. Repose-toi tôt. Bonne nuit. Sur ces mots, elle s'est éloignée en se dandinant rapidement. Peu de temps auparavant, Choulina venait juste de sortir du bus. Avant même d'avoir pu expirer un souffle d'air blanc, Shu Jiaojiao l'avait arrêté. Sa première phrase avait été de remettre en cause l'équité de ce convoi. Bien que toutes les deux portent le nom de famille Shu, à ce moment-là, Choulina s'éloigna d'un demi-pas d'elle. Son humeur devenait de plus en plus agitée, elle commença à se plaindre des femmes, pourquoi devrait-elle cuisiner pour les hommes? Parfois, elles subissent même des insultes, mais n'ont même pas de quoi se remplir le ventre. Ces hommes n'osent rien faire. Pourtant, ils profitent tranquillement des résultats. Est-ce que cette vie est juste? Face à Shu Jiaojiao qui perdait le contrôle, Choulina regretta même de s'être aventurée au milieu de la nuit. Pour prendre l'air. Puis les paroles de Shu Jiaojiao devinrent encore plus dangereuses. Elle avait déjà trouvé un plan, commencé par la plus faible, Shen Yiyan. Une fois qu'elle serait sous contrôle, elle pourrait progressivement démanteler le contrôle du convoi. Alors, Shu Jiaojiao serait le chef, Choulina le chef adjoint, et elles établiraient dans cet apocalypse une utopie réservée aux femmes. Mais à peine eut-elle fini de parler que Choulina lui donna une gifle retentissante. Qui frappa Shu Jiaojiao, la laissant figée sur place. Choulina, je vais te tuer. Mais avant qu'elle ne puisse s'approcher de Choulina, elle fut soudainement immobilisée sur place par Xiaofu qui passait par là. Doucement, sœur Jiaojiao, ne sois pas si impulsive, nous faisons tous partie du même convoi. Laisse-moi passer. Xiaofu, dégage. Aujourd'hui, je vais déchirer cette salope. Pendant ce temps, Choulina, de son côté, avait l'air effrayé. Cette scène éveilla immédiatement l'instinct protecteur des hommes autour. Jiaojiao, calme-toi. Parlons calmement, nous sommes tous dans le même convoi. Oui, oui. Ne sois pas impulsive, vous avez sûrement un malentendu. Un malentendu? Malentendu mon cul. Bande d'idiots, pourquoi m'arrêtez-vous tous? Vous voulez tous aller voir Choulina, n'est-ce pas? Ce n'est qu'elle, maintenant elle a un homme. Vous faites tous semblant d'être gentils pour me raisonner. Comment oses-tu penser cela de moi? Si je t'ai frappé, c'était aussi pour ton bien. Ne sais-tu pas toi-même la raison? À cet instant, elle-même tout entière semblait pitoyable. Bien qu'elle soit celle qui avait frappé, aux yeux des autres, elle devenait la victime. Force est d'admettre que les yeux de cette femme étaient vraiment habiles. Quant à la colère de Shu Jiaojiao, Choulina n'en avait absolument rien à faire. À ses yeux, ce n'était que la rage impuissante d'une imbécile. Donne-moi 3 jours, si je ne réussis pas à convaincre Shen Yiyan. Je considérerai que j'ai perdu. Le plan initial de Choulina était de faire de Chuche son soutien. En tant que chef d'équipe, Chuche détenait un pouvoir suprême entre ses mains. Si elle pouvait s'appuyer sur cet arbre solide, elle pourrait survivre stablement dans ce monde apocalyptique. Mais elle n'avait jamais imaginé que Chuche serait un être totalement incapable d'aimer. Il ne montrait absolument aucun intérêt pour la beauté des femmes, même lorsqu'elles s'approchaient activement. Il ne réagissait pas le moins du monde. Quant à Tieshi, elle ne voulait pas non plus s'en approcher, elle ne pouvait tout simplement pas supporter son corps imposant de 2 mètres. Elle dut donc tourner son regard vers moi. À ses yeux, j'étais le seul homme normal de l'équipe. C'est alors que Shu Jiaojiao apparut. Et cette scène de dénonciation, en apparence innocente, se mit en place. Force est de reconnaître que cette femme avait un niveau très élevé. La scène de notre dialogue tout à l'heure avait été clairement observée par les gens dans le bus. Ce n'était pas une coïncidence, mais une manœuvre délibérée de Shu Jiaojiao. Il n'y avait aucune relation entre elle et moi,
Pourtant, aux yeux des autres, cette femme semblait entretenir une relation floue et indéfinissable avec moi. Et c'était précisément son calcul, une fois cette illusion d'ambiguïté établie. Ces vieux pervers qui avaient des vues sur elle devraient tenir compte de mon attitude. Après tout, un séquenceur extraordinaire, s'il venait à agir, serait pour des gens ordinaires comme eux. Un véritable désastre. De plus, personne ne croirait que je pourrais vraiment résister au charme de Shu Jiaojiao. Cependant, je détournai rapidement le regard pour continuer à étudier cette branche de saule étrange. Le système me donna bientôt la réponse, cet objet était une branche de saule. Coupé d'un saule des vœux par un anonyme, un matériau d'artefact ordinaire. Bien que cet objet ne soit pas comparable au cuir chevelu du fantôme à prépuce, je le rangeai tout de même avec précaution. Le lendemain matin, au moment où la mise à niveau du véhicule fut achevée, un pick-up de l'Apocalypse Sanro apparut devant moi. Sa carrosserie imposante semblait faite sur mesure pour moi, afin d'économiser des points de massacre. L'instant d'après, je lui installai moi-même 4 pneus tout-terrain. Qui aurait cru qu'au moment où je sortais, le cric, un visage d'une beauté absolue soudain s'imposa à ma vue. C'était Shulina, et elle tenait dans sa main un embout hexagonal. Shen Yiyan, je voyais que tu étais débordé, alors j'ai pensé venir t'aider. Mais je ne pris pas la peine de l'écouter jusqu'au bout, je saisis l'embout hexagonal et continuai à visser les écrous. Après tout, je savais trop bien ce qu'elle manigançait. En pleine apocalypse. Je n'avais pas le temps de parler d'amourette, encore moins besoin d'un poids mort à mes côtés. Même en cas de danger, je n'hésiterai pas une seconde à m'en servir comme d'un bouc émissaire. Je ne lui laisserai pas connaître ses pensées, et elle, voyant que je ne la chassais pas, afficha même une légère expression de joie. Rapidement, j'installai les 4 pneus. Tous en place. D'un point de vue extérieur, il n'avait rien à envier aux 2 véhicules tout-terrain modifiés de l'équipe. Pendant tout le processus, Shulina resta silencieusement à mes côtés pour m'aider, mais elle parvenait toujours à me passer l'outil dont j'avais besoin avant même que j'ouvre la bouche. Pour économiser la consommation de points de massacre, j'installai même personnellement le moteur. Lorsque le pick-up de l'Apocalypse prit forme, je ressentis une joie sans précédent. Je n'étais plus le dernier de l'équipe. Puis je montai dans le véhicule et démarrai. Le bruit du moteur attira bientôt l'attention des autres survivants. Putain, Shen Yiyan, t'es trop fort. Bordel, rien à dire, c'est un séquenceur extrême. T'en as fait des trucs en une seule nuit. T'as bricolé ce gros engin? C'est ça, le fameux gros morceau? Car en cette apocalypse infestée de créatures étranges, qui ne voudrait pas posséder un pick-up pour se déplacer? Cependant, la réaction du chef Chu fut bien plus intense que celle des autres. Ce n'était qu'un misérable tricycle. Et pourtant, en une seule nuit, il s'était transformé en véhicule apocalyptique. Même sa radio d'écoute clandestine ne captait aucun signal anormal. Cela la fit trembler d'excitation au point que ses lèvres se mirent à frémir. Il était clair que Shen Yiyan cachait un grand secret. Mais alors, qu'importent les secrets? Dans cette caravane, qui n'a pas de secret? Mais qui a plus de secret que moi, Feuille? Descends, laisse-moi essayer. À peine avait-elle fini de parler qu'elle s'est assise d'un coup dans le siège conducteur. La seconde suivante, elle a poussé un cri de dégoût. Non, pourquoi l'intérieur de ta voiture est-il si délabré? Et en plus, c'est une boîte manuelle. Quand tout le monde envie tes exploits, je suis le seul à me soucier si tu manges assez. Cette fois-ci, je vois bien comment tu pourras t'échapper de ma main. Aussitôt, elle enfonça l'accélérateur à fond, et la voiture bondit comme un cheval sauvage lâché. Les survivants autour n'ont pas eu le temps de réagir, terrifiés, ils se sont dispersés dans toutes les directions. L'un des vieillards, encore plus effrayé, poussa des cris étranges. Au moment où la voiture s'arrêta, elle n'était qu'à moins de 2 secondes de lui. Vieux âne voulait insulter, mais il rencontra ce visage glacial. Les grossièretés prêtes à sortir furent avalées de force, car aux yeux des gens ordinaires, une existence de rang transcendant équivaut à un dieu maître de la vie et de la mort. Après que la foule des spectateurs se fut dispersée, je devrais maintenant planifier la mise à niveau de mes objets. Mais à ce moment-là, Shulina, on ne sait d'où, apporta un bol de nouilles fumantes. Dans les nouilles, il n'y avait pas seulement un œuf au plat, mais aussi 2 feuilles de légumes verts vifs. Je restais figé, d'où cette femme avait-elle eu un œuf? Encore